Les marchés ont donc rendez-vous aujourd'hui avec la Fed. On va en parler aujourd'hui, demain encore pour débriefer cette réunion importante, essentielle même peut-être pour Jérôme Powell qui attaque la fin de son premier mandat. Et c'est John Plassard qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie pour évoquer ce sujet de la Fed. John, oui, forcément il faut en dire un mot, parlons peu, parlons bien. Où est-ce que vous placez les enjeux de cette réunion qui semble importante quand même pour les investisseurs avant le démarrage de la période estivale, John? Bonjour Grégoire, oui effectivement. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le consensus n'attend absolument rien. Donc c'est toujours dans ces périodes, lorsque le consensus attend rien, qu'en fait il peut se passer des choses, et il peut se passer évidemment des choses dans le wording de Jérôme Powell, c'est-à-dire que en fait lorsqu'il va donner ses nouvelles prévisions de croissance et surtout ses nouvelles prévisions d'inflation, on va voir si effectivement ce terme inflation transitoire est vraiment le terme qu'il va falloir continuer à utiliser, et si effectivement l'inflation va baisser ces prochains temps. Ça va nous donner une indication sur le début de la baisse des rachats d'actifs, donc ce fameux tapering qui ne devrait pas venir maintenant, mais qui devrait être annoncé lors de la séance à Jackson Hole en août et potentiellement en septembre. Alors, on attend juste des petits détails, rien de très spécial, mais juste des petits détails dans ce qu'il va nous dire, et surtout son interprétation, comme je le disais, de l'inflation, parce que c'est ce qu'on regarde de très près, et on sait, Grégoire, vous l'avez vu ces dernières semaines, que les chiffres de l'inflation qui ont été publiés aux États-Unis, qui sont largement supérieurs à ce qu'on avait, même au consensus, eh bien, sont toujours considérés comme transitoires par le consensus. Et le marché y croit, John. C'est un peu la nouveauté, parce qu'on avait eu tout ce débat en début d'année, janvier, février, on voyait les taux longs qui montaient, les taux réels également à un moment qui s'étaient un petit peu resserrés, dans l'idée que la Fed n'arriverait pas à maîtriser peut-être ce phénomène inflationniste. Aujourd'hui, la Fed est plus que jamais crédible sur l'analyse qu'elle fait de l'inflation transitoire, comme on dit. Oui, en fait, c'est cette forward guidance, expliquer ce qu'on va faire pour mieux que le marché l'interprète, l'accepte, le digère. Et en fait, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que le fait que le rendement du 10 ans, par exemple, dont vous parliez, est assez bas, reste collé à 1,50, est aussi à mettre sur le compte de la Fed, qui rachète énormément d'obligations, est aussi à mettre sur le compte des Japonais qui rachètent énormément d'obligations américaines, et puis aussi de l'arrivée, on le minimise beaucoup, mais des baby boomers aux États-Unis qui eux achètent massivement des obligations américaines. Donc on voit qu'il y a une pression là-dessus, on voit que évidemment il y a cette forward guidance, mais on peut pas exclure que si un message plus hawkish, c'est-à-dire que si ce soir Jérôme Powell nous affirmait qu'il allait réduire ses achats d'actifs dès le mois d'août, c'est-à-dire plus tôt que prévu, eh bien, on peut voir le 10 ans américain en quelques jours passer de 1,50 à 2. On l'a vu par le passé, ça va très vite ces mouvements. Bon, on suivra évidemment cette réunion, et c'est vrai qu'on le résume de cette manière. Si cette réunion est ennuyeuse, ce sera un grand succès pour la Réserve fédérale américaine d'une certaine manière. Vous citiez Joe Biden. Parlons évidemment de Joe Biden qui poursuit son summer camp européen, sa tournée européenne. Il y a eu le rendez-vous du G7 le week-end dernier, un sommet avec l'OTAN en début de semaine. Hier, c'était le sommet entre l'Union européenne et les États-Unis. Et aujourd'hui, donc, la grande rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève, là où vous vous trouvez, John. De manière globale, qu'est-ce que vous retenez un peu de ces grandes rencontres internationales qui se déroulent depuis plusieurs jours, sachant qu'il y a beaucoup de sujets qui sont brassés, qui sont sur la table, mais si on essaye de se focaliser sur les sujets qui sont pertinents d'un point de vue de marché, qu'est-ce que vous retenez à ce stade? Et puis, deuxième question, qu'est-ce qu'on attend de ce rendez-vous entre Joe Biden et Vladimir Poutine? Écoutez, les sujets, il y en a énormément dont ils vont officiellement parler, que ce soit l'opposant russe Navalny, que ce soit la situation évidemment nucléaire, que ce soit le prix du baril de pétrole. Et donc on voit ici que globalement c'est une rencontre
où il ne devrait pas sortir grand-chose. Alors, ce qu'on va surveiller, évidemment, c'est ce qu'on appelle le body language, voir comment est-ce qu'ils vont se saluer, parce que vous vous souvenez, Grégoire, qu'avec Donald Trump, c'était totalement différent, hein, avec presque une amitié. On aurait pu croire que c'était une amitié de longue date entre les deux hommes, et là, ça va être complètement différent. Alors, ce qu'il faut, et c'est ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, lorsqu'on regarde la paix économique, et c'est ce qui nous intéresse, entre les deux pays, on voit que pour les États-Unis, la Russie n'est que le 28e partenaire économique, puisqu'on voit qu'entre les biens exportés et importés, c'est seulement 28 milliards de dollars. Alors par comparaison, on voit que la France, c'est 150 milliards de dollars en 2019, les échanges de biens et services. Donc on voit qu'il y a, c'est pas vraiment les relations économiques entre les deux pays, et on conçoit ici que c'est effectivement, c'est pour asseoir le mandat de Joe Biden et en fait la suprématie, je dirais, américaine, que cette rencontre est très importante. Et c'est pour ça qu'ici, il y a un doute qui peut être un doute très important, c'est peut-être un détail, mais qu'on signale ici à Genève, c'est que Vladimir Poutine a pour habitude de venir très en retard et de jamais être à l'heure. Et on sait qu'il arrive aujourd'hui et que Joe Biden est là depuis hier. Alors potentiellement, ça pourrait faire les grands titres des journaux si Vladimir Poutine arrivait un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure en retard dans ce rendez-vous. Et là, ça pourrait être déjà un début assez tendu, puisqu'on sait par exemple aussi que la conférence de presse ne se fera pas avec les deux hommes, elles vont se faire de manière séparée. Donc ici, ce qu'on va surveiller, comme je disais, c'est vraiment le body language, c'est voir de quelle manière Joe Biden va pouvoir mettre en avant le fait que les États-Unis sont, c'est ce qu'ils considèrent, supérieurs à la Russie. Il ne faut pas oublier ici une chose, c'est que pour les Américains, quelle que soit leur couche sociale, ils n'aiment pas tellement les Russes. Hein. C'est un ennemi commun au même titre que la Chine. Et de l'autre côté, eh bien, pour les Russes, ils considèrent plutôt les Américains comme ceux qui leur font payer depuis 2014 toutes les sanctions qu'il y a pour la question ukrainienne. Donc c'est une rencontre très tendue à laquelle je m'attends cet après-midi. Bon, rencontre hautement symbolique, effectivement, pas d'avancée très concrète à attendre. Hein. Les positions des uns et des autres ne changeront pas avec cette première prise de contact, je le disais, fortement symbolique entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Pour le reste des rencontres, est-ce qu'on peut noter des avancées concrètes peut-être entre l'Union européenne et les États-Unis, John? On constate effectivement que le conflit Airbus-Boeing, qui a commencé il y a plus de 17 ans maintenant, alors, n'est pas résolu définitivement. Il est suspendu pendant au moins 5 ans. Est-ce que c'est une manière de dire qu'il y a encore des points de négociation sur lesquels on n'a pas abouti, John ? Oui, mais en fait, Grégoire, ce que je pense ici, c'est quelque chose de très global. On a repoussé au prochain président, excusez-moi du terme, mais la patate chaude qui était Boeing et Airbus. C'est beaucoup plus compliqué qu'on veut le mettre en avant. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est une intelligence à relever de Joe Biden, c'est qu'en fait, il veut absolument faire union avec l'Union européenne, c'est le cas de le dire. L'Union fait la force pour pouvoir demander quelque chose, notamment à la Chine. Vous savez que Donald Trump, lui, faisait course seul face à la Chine, et on sait très bien que Joe Biden l'a dit, il vaut mieux être plusieurs pour pouvoir avoir plus de succès dans les négociations commerciales avec la Russie, puisqu'on en parlait, mais surtout avec la Chine. Donc je pense qu'ici, il n'a pas baissé les armes, mais c'est un peu il a mis un peu de l'eau dans son vin, si je peux dire ça, Joe Biden, pour pouvoir avoir une relation beaucoup moins électrique avec l'Union européenne que ce qui se passait avant avec Donald Trump. Donc il est en train de faire ici, et c'est vraiment cette relation entre Boeing et Airbus qui le montre, mais Joe Biden est en train de mettre en place sa vision politique
de ce que je disais avant, d'une union qui ferait la force face à une grande puissance pour pouvoir avoir des résultats concrets économiques et commerciaux. Merci beaucoup, John. Merci pour vos remarques et votre analyse sur ces questions d'actualité, que ce soit la Fed ou les grandes rencontres internationales du moment. John Plassard, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie.